On se retrouve pour votre magazine sur LCI, le 16h, toute l'actualité avec notre invité, notre expert. Mais d'abord, cette image regardée en direct de l'Élysée, cette circonstance, le Noël de l'Élysée avec Brigitte Macron et le président Emmanuel Macron qui accueille 500 enfants à l'Élysée aujourd'hui, des enfants notamment issus de l'association Ella qui lutte contre la leucodystrophie, mais également des enfants de gendarmes, de militaires et de pompiers tués ou blessés en exercice. Et puis des enfants de salariés de l'Élysée. Voilà donc pour cette image, on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a eu un beau sapin de Noël qui est arrivé également en provenance de la Nièvre dimanche dernier du côté de l'Élysée. Voilà donc pour cette image et pour les cadeaux éventuellement, parce qu'il y a des dossiers qui sont des cadeaux. Le dossier notamment de Notre-Dame-des-Landes en est peut-être un. Absolument. Aude Amadou, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Exactement. Merci d'être notre invité, avec Renaud Pila bien sûr qui est toujours avec nous. D'ailleurs, sur ce dossier de Notre-Dame-des-Landes, sur cet aéroport de la région nantaise, vous avez eu l'occasion de vous exprimer aujourd'hui, de poser une question à l'Assemblée nationale au Premier ministre. Quelle était cette question ? Comment gérer notre République, notre démocratie et l'état de non-droit si on ne tient pas compte du fait majoritaire ? Voilà la réponse du Premier ministre. Nous devons faire en sorte d'augmenter les capacités aéroportuaires pour le Grand Ouest. Cela n'est pas discuté, c'est le premier point. Deuxième point, les rapporteurs nous indiquent que pour répondre à ce besoin identifié, il peut être soit procédé au projet tel qu'il a été envisagé de Notre-Dame-des-Landes, soit au réaménagement de la plateforme aéroportuaire actuelle, hypothèse qui n'a manifestement pas suffisamment été prise en compte pendant longtemps. Nous aurons l'occasion, je l'ai dit ce matin, je le redis devant la représentation nationale, avant la fin du mois de janvier, de prendre une décision claire, assumée, qui tranche enfin cette question ancienne. Question ancienne, en effet, plus de 50 ans de feuilleton pour cet aéroport, vous vous rendez compte, parce qu'Emmanuel Macron va enfin prendre une décision, ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs. Il a promis une réponse pour janvier. Je pense qu'une fois de plus, il va tenir ses engagements. Donc c'était une promesse. Moi, je l'ai menée pendant la campagne. Et effectivement, il faut trancher véritablement et mettre un point final à ce psychodrame, parce que c'en est vraiment un psychodrame pour plusieurs parties, pour les habitants bien évidemment, mais il y a des camps qui s'opposent, hein, évidemment. Il y a les pros et les anti-aéroports, il y aura forcément des déçus. Forcément. On a l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution. On a l'impression que Emmanuel Macron, comme les autres, sont pris dans une sorte d'étau entre des intérêts communs. Et même ceux qui font le rapport disent le lundi j'étais contre, le mardi j'étais pour. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas un argument qui emporte ici. Non, je pense que le rapport est équilibré. Alors moi, ce que j'ai tenu comme discours pendant la campagne, c'était que mon souhait à titre personnel, peu importe. Aujourd'hui, je suis élu de la 4e circonscription. Je dois défendre les enjeux de mes citoyens et les enjeux de la circonscription. Donc moi, ce qui est important aujourd'hui, vous avez une petite préférence, vous pouvez nous la dire. Ah non, véritablement non. Ah bon ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème sur ce dossier, c'est que le sujet numéro 1 était le transfert de l'aéroport, le sujet numéro 2 était l'état de non-droit et de respecter la démocratie. Le sujet numéro 2 a pris le dessus sur le sujet numéro 1. Donc moi, aujourd'hui, ma position, c'est qu'il faut absolument trancher, et je pense qu'il faut souligner le courage politique de prendre cette décision. Elle sera forcément, ce sera la moins pire des deux, et elle sera forcément mauvaise pour l'un des deux camps. Quand vous parlez de l'état de non-droit, on parle de la ZAD, hein, évidemment, qui est occupée depuis très longtemps maintenant par des centaines de personnes. C'est une zone de non-droit, en effet. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, pour essayer d'avancer un petit peu plus sur ce dossier, cet aéroport, c'est capital, puisque vous défendez votre circonscription et les citoyens d'un point de vue économique, pour l'avancement de la région. On a véritablement besoin, en termes de dynamisme économique, du Grand Ouest. C'est-à-dire que ça déplace C'est indispensable. C'est indispensable. D'ailleurs, par rapport au rapport, ce qu'on souligne, c'est que c'est soit un transfert de Notre-Dame-des-Landes, soit un réaménagement de Nantes Atlantique. Donc, dans les deux options, on voit bien qu'il y a une volonté de s'ajuster par rapport au dynamisme économique du Grand Ouest. Mais apparemment, le rapport dirait que Notre-Dame-des-Landes serait plus cher que de rénover l'aéroport actuel. Je n'ai pas encore eu le privilège de lire le rapport en entier. Et surtout, vous avez eu accès à quelques fuites, comme nous, j'imagine. Non, je n'ai pas eu le temps. Non ? Je n'ai pas eu le temps. Parce que ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'on va passer, je crois, dans le Grand Ouest, de 5 millions de passagers à 9 millions, je crois, dans 5 ou 10 ans, c'est ça ? Exactement.
Exactement. Et donc l'aéroport est trop petit, celui de Nantes. Vous L'aéroport avez des est trop nuisances, il y a du bruit. Il y a plein de choses. Il faut savoir que l'aéroport de Nantes n'a qu'une seule piste et non deux. Et c'est vrai que par rapport à cette attractivité du territoire, par rapport à tous ces enjeux économiques, on a besoin d'un véritable aéroport dans le Grand Ouest. Et je précise bien Grand Ouest, c'est-à-dire que ça va au-delà De Nantes, bien sûr. de Nantes et du département de la Loire-Atlantique. On sent votre préférence pour un aéroport à Notre-Dame-des-Landes quand même. Si vous le dites. Ouais. Moi, je veux surtout qu'on sorte de ce psychodrame et aussi de faire disparaître ce camp d'entraînement d'agitateurs. C'est-à-dire que je vais aller très loin, c'est que... Camp d'entraînement, ça ici passe quoi? Ils sont armés? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie problématique sur ce dossier, c'est à terme aller au-delà de l'aéroport, c'est comment aujourd'hui en France on va pouvoir mener des grands projets. Si à chaque fois qu'il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites ou qui sont contre un projet, établissent ces zones de non-droit. C'est compliqué. Comment vous considérez les gens qui occupent cette zone de non-droit, comme on dit la ZAD? Alors, si vous deviez les intituler, vous diriez quoi? Je pense qu'ils sont irrespectueux de la démocratie et de l'état de droit. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans règles. C'est-à-dire qu'on a la liberté d'expression, on a la liberté de conscience, on a plein de libertés, mais aujourd'hui, il y a quand même un cadre, et s'il n'y a pas de cadre, là, ça devient compliqué, et ça devient l'anarchie. Parmi les médiateurs qui ont travaillé sur le dossier, qui a été rendu aujourd'hui donc à Édouard Philippe au Premier ministre, avec donc cette décision d'Emmanuel Macron qui pourrait arriver en janvier, il y a Anne Bocquet, qui est préfète, qui a travaillé sur ce dossier, et qui s'est exprimée également en conférence de presse, vous l'avez peut-être vu sur LCI aujourd'hui, et elle revient sur cette notion de l'État, du retour en tout cas de l'État de droit. Écoutez. Il nous apparaît clairement que dans tous les cas, deux nécessités s'imposent. Un retour à l'état de droit sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Et la deuxième proposition que nous formulons, c'est l'idée de développer, de construire, de bâtir un projet de territoire. Voilà, c'est le retour à l'état de droit qui est important, avant l'aspect économique et peut-être avant l'aspect écologique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sujet numéro 2 est passé devant le sujet numéro 1. C'est-à-dire, c'est le... Alors, je ne veux pas parler de référendum, parce que qui dit référendum dit action derrière, il n'y a pas eu d'action. Donc aujourd'hui, ce référendum est même devenu une consultation pour avis. Parce que ça a traîné. Mais il faut tenir compte quand même de ce référendum. Les 55% des habitants de Loire-Atlantique qui, en 2016, ont voté pour. Il y a un fait majoritaire. Donc ça serait plutôt une tendance vers laquelle il faudrait s'orienter? Je pense que la volonté était de mettre en place cette médiation pour qu'il y ait une transparence. C'est-à-dire que même moi, en campagne, on découvre plein d'éléments dans ce dossier qui a traîné. Mais pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit que ce projet avait été mal emmanché et que lui, il considérait il y avait eu un vote et qu'il fallait respecter le choix des habitants dont vous faites partie. Vous connaissez très bien. Pourquoi tout d'un coup il tergiverse et il ne fait pas ce qu'il avait dit en campagne? Alors, je vais juste vous donner un exemple. Je suis en campagne. Et pendant ma campagne législative, j'ai quand même des militants, des sympathisants qui sont pour et contre. Ils arrivent à discuter, c'est-à-dire, clairement, ils arrivent à discuter. J'ai une sympathisante qui était contre l'aéroport et qui, pendant tout le temps de la campagne, en prenant des informations, dit finalement, je suis peut-être pas contre. D'accord. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que vous avez deux discours, le pro-aéroport et le anti-aéroport. De toute façon, les deux argumentaires tiennent, d'où la complexité du dossier. Et dans les deux cas, il avait parlé trop vite pendant sa campagne, le président, finalement. Comment? Il avait parlé trop vite pendant sa campagne. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il a demandé une médiation pour prendre sa décision. Tous les éléments. À l'heure où l'on parle, il ne sait pas. Voilà. Il n'est pas fixé. Ceux qui sont fixés, en tout cas, ce sont ceux qui sont les pro-aéroports à Notre-Dame-des-Landes. Il y avait d'ailleurs pas mal de manifestants aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Et une voix aussi, c'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes, ancien Premier ministre, qui s'est exprimé. On le retrouvera d'ailleurs aussi chez David Pujadas ce soir à partir de 19h30. Mais écoutez ce qu'il disait notamment au sujet de ce référendum local de juin 2016. Je crois que le rapport, il existe. Mais avec ses avantages et ses inconvénients, il n'a pas sans doute été au fond des choses. Il y a une tentative de vouloir faire un jugement de Salomon entre
le maintien sur place ou Notre-Dame-des-Landes. Mais en réalité, je ne suis pas sûr qu'il aide beaucoup le président de la République et le gouvernement à décider. Les difficultés sont là maintenant. Tout est dit et les difficultés sont à résoudre. Les difficultés, c'est le respect du droit, de tous les contentieux qui ont été perdus par les requérants, et puis le respect de la démocratie, puisqu'un vote est intervenu. Voilà, vous partagez le sentiment de Jean-Marc Ayrault? Peut-être pas la totalité. Je le partage que partiellement. Ouais. Je vais m'exprimer parce qu'aujourd'hui, sur ce dossier, les gouvernements se sont succédés et personne n'a su ni gérer ni régler ce problème. Donc c'est un petit peu facile quand on n'est plus Premier ministre. Alors, on connaît l'engagement qu'il avait. Je pense que ce dossier a pris une ampleur nationale dès que Jean-Marc Ayrault est devenu Premier ministre. Et aujourd'hui, c'est un peu facile. Il faut faire respecter, alors qu'aujourd'hui, personne n'a été capable de Bien faire sûr. respecter les décisions. Alors, pour faire respecter la décision, et notamment pour respecter l'état de droit dont vous parlez, dont parle Jean-Marc Ayrault également, dont parle la préfète dans la médiation et dans le dossier, pour faire respecter cet état de droit, c'est quoi? C'est faire évacuer la ZAD? Idéalement, moi, quand j'ai rencontré les médiateurs, c'était ne pas légitimer la décision de transférer ou de ne pas transférer l'aéroport. Et c'est vrai que la ZAD, elle peut légitimer ou pas cette décision. Donc moi, à mon sens, Il faut la faire ça n'engage évacuer. que moi, j'avais dit qu'il aurait été plus judicieux d'évacuer la ZAD et d'après prendre la décision quelle qu'elle soit. On sait très bien que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de tels enjeux sur ZAD en termes de sécurité qui font que vous ne pouvez pas prendre la décision. Mais pourquoi? Juste pour qu'on comprenne, quand on n'est pas de ce territoire, ces zadistes, qu'est-ce qui se passe concrètement? On dit qu'ils font payer un péage pour passer dans certaines routes, que les agriculteurs ne peuvent plus... ils sont armés, Alors, je serais très mal placée pour en parler parce que moi, ma circonscription, c'est celle de Nantes-Atlantique. Ouais. Par contre, en revanche, Yves Daniel... Vous êtes plus Yves au sud, vous, par rapport à Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport actuel, c'est sur ma circonscription. On va dire, le député de la ZAD, malheureux, c'est Yves Daniel, et lui peut vraiment parfaitement parler de... Il vous dit que c'est quelque chose de très... Ça devient très compliqué. insupportable et compliqué. Après, vous dire, je peux pas parler en son nom, ouais. et moi je le vis pas, surtout, parce qu'il y a quand même quelques kilomètres qui nous séparent. Et sincèrement, je n'y suis jamais allée. Bon, Emmanuel Macron, donc, il devrait trancher en janvier, alors que Nicolas Hulot avait parlé du mois de décembre. C'est peut-être juste un réglage de calendrier, mais on espère pour janvier. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que M. Hulot se déplace sur mon territoire également pour prendre conscience des enjeux environnementaux et écologiques sur ce dossier. C'est-à-dire qu'il n'est jamais venu Non. sur votre territoire? Non, j'aurais aimé. Vous l'avez invité? Je ne l'ai pas invité, mais j'aurais aimé que ça se fasse de par lui-même. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait constaté finalement? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire et qu'est-ce qu'il aurait pu changer? Parce que je pense que sur ce dossier, alors il y a un autre élément qui a pris le pas, c'est l'aspect médiatique de ce dossier. Et c'est vrai que vous savez très bien que naturellement, on met toujours en avant les anti ou contre, ou de toute façon, par nature on est français, par nature on râle, et moi la première. Mais aujourd'hui... C'est bien de le reconnaître. Voilà, et aujourd'hui, c'est ce qui a été mis en avant. Et d'ailleurs, moi, quand je rencontre des collègues au sein de l'Assemblée, beaucoup parlent de ce dossier, mais très peu le connaissent. Il fallait l'inviter, Nicolas Hulot. Vous êtes député En Marche, en plus il est ministre d'un gouvernement... Pardon? Pris de court. Moi, je tenais aussi à préserver la médiation et qu'elle se fasse en toute tranquillité. Et ça, c'était vraiment important parce qu'on a quand même été chahuté par rapport à la médiation, n'est pas partiale, n'est pas... Donc... Il n'est peut-être pas trop tard, l'invité est lancé pour Nicolas Hulot par notre invité Aude Amadou. Autre sujet d'actualité que nous aimerions évoquer avec vous, ça concerne aussi Emmanuel Macron qui est pour le coup partout. Très actif, très proactif, que ce soit sur le sommet de l'environnement hier, le G5 Sahel aujourd'hui, ou encore l'hommage à Johnny, l'éloge funèbre, ou dans le dossier sur le Proche-Orient, sur le statut de Jérusalem. Donc du coup, regain de la popularité d'Emmanuel Macron. 57% d'opinion positive selon un sondage IFOP. Il gagne 5 points en un mois. Il est juste derrière Alain Juppé et Nicolas Hulot. Est-ce que c'est mérité, selon vous, pour le président ? Je pense que c'est mérité parce que je pense que c'est le résultat des engagements qui ont été tenus. Et je pense que les Français, il leur fallait un petit peu de temps. Après, de mon point de vue, on ne dirige pas un pays en fonction de sa popularité. Je pense. C'est mieux quand même pour diriger mieux, sereinement. C'est mieux, mais on ne le fait pas
pour cette popularité. Bien sûr, on le fait aussi parce qu'on est bon en communication. C'est un pro de la com. Non, je pense que l'engagement premier était quand même de réformer le pays, d'entamer des réformes sur des grands chantiers. Et aujourd'hui, les promesses sont tenues. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de communication autour d'Emmanuel Macron qui prend trop de place? Certains disent finalement on se retrouve un petit peu comme en 2007 où le président, chaque jour il y a un déplacement, il y a des images. Il y a trop de com? Trop de com, j'ai envie de vous dire, de mon point de vue, j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui... Non, mais sur le terrain, je reformule ma question. On voit cette communication, on voit une remontée dans le sondage, mais est-ce que sur le terrain, vous sentez que les gens, il y a une adhésion à Emmanuel Macron? Est-ce que les gens sont contents, satisfaits? Ils vous disent c'est formidable, vous êtes bon Moi, je pense, alors, ce que j'ai sur le terrain, ce qu'il y a sur le terrain, c'est surtout, on n'a pas été pris de court, on a eu des engagements, ils sont tenus. Alors certains ont pris un peu plus de temps, et d'autres vont prendre plus de temps pour atteindre certains objectifs. Donc je pense que les Français font en fonction de ce va-et-vient, de cette progression qui est attendue. Les Français, ils attendent des résultats. Voilà. Est-ce que les vous résultats, inspirez? on ne les aura pas dans l'immédiat. Ils ne sont pas là encore. Hein. Il faut du temps. Donc forcément, sinon tout le monde l'aurait fait, ça aurait été facile. Vous prenez une mesure et directement vous avez le résultat. C'est impossible, il faut faire preuve de patience. Sauf qu'aujourd'hui, les Français, ils sont impatients parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Alors, sont-ils impatients pour les réformes en cours? Vous le savez, depuis ce matin, partenaires sociaux et gouvernements se sont retrouvés au ministère du Travail pour une première réunion sur la réforme de l'assurance chômage promise par Emmanuel Macron. Elle devrait notamment mieux couvrir les travailleurs indépendants et les salariés qui démissionnent. Couvrir les indépendants, est-ce que c'est réparer une injustice? Alors moi, je tenais à dire, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est encore un engagement. Moi, je sais que j'ai été indépendant, j'ai monté mon entreprise, et aujourd'hui, on se pose des questions. Dans le marketing du sport, je crois, hein, c'est ça. Hein. Et c'est vrai que les premières questions, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et il y a une prise de risque. Et je pense qu'il faut récompenser cette prise de risque. Tout comme les démissionnaires, ce sera sous forme de conditions, c'est pas encore défini, mais on récompense encore une certaine prise de risque. Et aujourd'hui, il faut surtout penser d'un point de vue universel. Mais vous savez que ça va coûter cher, hein, cette extension du chômage aux indépendants, à certains démissionnaires. Je crois qu'il y a même un recul. Hein, ça ne sera pas tous les démissionnaires. Il faudra un certain nombre de conditions. Exactement, un projet. Voilà, au printemps. Mais ça va coûter très cher. Ça veut dire qui va payer? Il y aura une hausse des cotisations chômage pour les salariés? Ça a déjà été entamé avec la hausse de la CSG. Après, derrière, qui dit droit, dit devoir. Donc je pense qu'on ira en ce sens-là. Après, de déterminer exactement combien ça va coûter et les retombées qu'on en aura, je pense que là, on est encore au stade de... D'ailleurs, notre ministre est en train d'échanger avec les partenaires sociaux et que ça va venir. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est on aura des droits, il faudra avoir des devoirs. Est-ce que globalement, sur la réforme de l'assurance chômage ou le système du chômage en France, il y a des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron, qui veulent aller plus loin, qui disent par exemple, il y a même eu des députés dans votre camp, qui disent la durée des indemnités en France est trop longue, par exemple, elle est beaucoup plus longue qu'en Allemagne. Le montant des indemnités chômage, notamment chez les cadres, qui peuvent toucher jusqu'à 6 000 € au chômage, est trop importante. Est-ce que vous faites partie de ces députés qui disent il faut qu'on aille plus loin pour faire baisser le chômage, il faut qu'on rende quand même le système plus incitatif selon certains? Alors, je pense que dans un premier temps, il faut quand même déjà réformer pour que ce soit universel, simplifié et qu'on soit tous sur les mêmes bases. Et après, dans un deuxième temps, pour aller plus loin. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas un pays ultra-libéral. Donc aujourd'hui, il faut aussi tenir compte de ce que nous sommes, nous, Français. Vous le souhaitez qu'on aille plus loin, que le gouvernement aille plus loin sur cette réforme d'animation chômage? Moins d'allocations chômage dans le temps, sur le montant? Vous le souhaitez ou pas? Dans l'immédiat, je n'ai pas d'avis là-dessus. D'accord. Moi, je souhaite déjà uniformiser et simplifier. Mais on sent quand même une tendance plus sociale chez vous que chez d'autres députés En Marche. Je pense qu'il faut garder... Vous êtes issu d'une famille, une grande famille de la gauche ou... Moi, j'ai un ancrage familial à gauche. Oui. Parents modestes, famille nombreuse. Je suis l'une des 5 enfants. Réussite par l'école et par le sport, c'est exactement. ça? Oui. Et moi, ce qui m'a séduit, c'est justice sociale et efficacité économique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve un juste milieu. D'accord. Est-ce qu'il faut baisser les allocations pour parvenir à réformer sur ce dossier? Ça, je n'ai pas d'éléments là-dessus, je ne vais pas vous répondre. Voilà. C'est-à-dire baisser les indemnités pour éviter peut-être une forme compris. aussi d'assistanat, quoi. Non, mais peut-être que vous n'avez pas l'information principalement, mais peut-être un avis sur le fond.
sur le fond, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde soit sur un point égalitaire. On vous pose cette question parce qu'il y a eu dans les semaines précédentes des déclarations de parlementaires ou même de ministres. On l'entend, avec le chômage, il y a certains Français qui finalement partent en vacances alors qu'ils sont au chômage. Il y a des abus. Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez vécu ça au quotidien? Est-ce que vous connaissez des gens qui abusent du chômage? Je ne connais pas de gens qui abusent du chômage. C'est ça la volonté d'Emmanuel Macron. C'était aussi d'introduire dans l'hémicycle, au sein de l'Assemblée, des gens qui ont un vécu. Et le vécu, c'est est-ce que vous avez déjà été au chômage? Est-ce que vous savez ce qu'est le chômage? Moi, j'ai déjà été au chômage. Donc, c'est pour ça que j'ai entrepris plutôt que de rester à rien faire. Mais ça peut être atroce. C'est-à-dire que vous mettez du temps. Donc, ces réformes vont être aussi des réformes de fond parce qu'il va aussi falloir penser à réformer cette administration autour du Pôle emploi. Et il y a vraiment... Ça marche pas. Pôle emploi, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, mais aujourd'hui, c'est cette volonté d'aller vers de la formation. Il faut élargir les formations. Vous arrivez au Pôle emploi, vous dites moi j'aimerais bien aller vers cette voie, et après on vous dit non, la formation n'est pas possible. Bon, là ça commence à être compliqué. Donc je pense qu'il y a vraiment cette volonté, et Muriel Pénicaud l'a bien souligné pendant les ordonnances de loi travail, qu'il y avait aussi aller vers de la formation. Évidemment. Alors, il y a des Français qui sont sans emploi, il y a aussi des Français qui travaillaient et qui sont devenus députés. Je fais allusion à la une du journal L'Opinion aujourd'hui, vous allez le voir, où certains députés disent « on gagne moins qu'avant ». Alors, on le sait, les députés sont soumis maintenant à un contrôle de leur enveloppe qui est normal. Ce qui est normal. Alors, c'est très bien. Déjà, on a la réponse à la première question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez le sentiment que les députés, notamment les députés de La République En Marche, sont un peu les parents pauvres de l'hémicycle? Alors moi, j'ai pas. Ce sont des faits. Certains disent je gagnais 8 000 euros. Vous avez entendu parler. Et puis ce matin, ça fait du bruit à l'Assemblée. Cette députée, il y a une députée, selon l'opinion de La République En Marche, qui dit que, avant, elle gagnait 8 000 euros par mois dans le privé, et que maintenant, avec 5 000 euros comme députée, elle s'en sort pas, qu'elle est obligée de manger des pâtes, qu'elle va moins au restaurant, qu'elle a ressorti, je cite l'opinion, des vêtements de sa cave. Non mais les propos, à mon sens, sont injurieux pour l'ensemble des Français. C'est-à-dire que, alors là, je parle vraiment à titre personnel. Ouais. J'ai honte. J'ai honte pour cette députée parce que pour deux choses. C'est-à-dire que quand on vous demande de participer et que vous avez cette opportunité de contribuer à la vie publique, vous ne le faites pas pour l'argent. Vous le faites pour des convictions, pour faire avancer le pays, avancer des dossiers. Donc pour moi, je n'irai pas plus loin, mais j'ai honte pour cette députée. Puis elle savait pertinemment quels seraient ses émoluments. Elle savait pertinemment quels seraient ses émoluments et qu'elle allait sans doute perdre... Effectivement, moi j'avais quand même des sympathisants qui, pendant la campagne, étaient mieux informés des envlepes qu'on aurait que moi-même. Et des enveloppes, bien. Est-ce que c'est un sentiment, ce rapport à l'argent ou ces montants qui seraient plus faibles que dans le privé? Vous pensez que c'est un sentiment qui est partagé chez un certain nombre de députés de La République En Marche ou pas? Ou c'est minoritaire des propos comme ça? Je pense que ce qui est compliqué, c'est que parler d'argent en France, c'est compliqué. Oui. Déjà par nature. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un réel tabou autour de l'argent. Donc, vous gagnez trop d'argent, on va vous dire c'est votre faute. Vous gagnez pas assez, c'est votre faute. Et à un moment donné, il faut parler d'argent et c'est compliqué en France. Le rapport à l'argent est compliqué. Est très compliqué. Donc après, il y a cette volonté de réformer, il y a cette volonté de dire les députés gagnent trop d'argent, sont trop bien payés. Je pense qu'ils sont payés au nombre d'heures qu'ils font. Et il ne faut pas oublier qu'on fait partie parce que j'ai eu la remarque pendant la loi olympique, puisque je suis dessus, le député parlementaire français, si on fait l'ensemble des rémunérations des députés en Europe, on ne fait pas partie des mieux payés. Et après, je pense, moi, à titre personnel, je ne le fais pas pour ça. Mais le vrai problème, ce n'est pas la rémunération. Et vous avez des collaborateurs, en revanche, des assistants parlementaires qui ne sont pas bien payés. Mais les enveloppes. C'est tout à fait. Est-ce que les enveloppes ne devraient pas être augmentées? Je pense. Et c'est là où va la réforme de l'Assemblée, et c'est là où il faut être cohérent. C'est-à-dire que dès qu'on va faire quelque chose, on va être jeté en pâture. Mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et si on veut que les députés soient efficaces, parce qu'on a des collaborateurs pour être efficaces et les faire travailler, effectivement, il faudrait peut-être aller vers des enveloppes un petit peu plus importantes. Mais ça aussi, ça va être des choses qui vont être... Faut l'expliquer. Ouais. Notre invité Aude Amadou dans le magazine Le 16h, dans l'actualité encore, l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas qui aurait violé le secret de l'instruction en révélant des informations à Thierry Solaire au sujet d'une enquête le concernant. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Alors moi, ce que je trouve choquant, c'est qu'on va dénoncer le fait qu'on ait violé le secret de l'instruction
par un autre viol de secret d'instruction. C'est ça qui est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, sur cette question, il y a deux principes. C'est les principes fondamentaux du droit, c'est la présomption d'innocence et le secret de présomption. Donc je crois qu'aujourd'hui, la justice va faire son travail, mais c'est quand même énorme. On viole le secret de l'instruction par le secret de l'instruction. Bon, en tout cas, si c'est avéré, est-ce que ce serait choquant ? Bah oui. Oui. Oui, puisqu'il faut respecter les principes fondamentaux du droit. Qu'est-ce qui serait le plus choquant ? Prévenir un ami en profitant de sa position ou ne pas payer ses impôts quand on est élu ? Vous allez me la refaire. Qu'est-ce qui serait le plus choquant ? Prévenir un ami alors qu'en jouant de sa position, c'est-à-dire, là je fais allusion à Jean-Jacques Urvoas quand il était garde des Sceaux, ou ne pas payer ses impôts quand on est élu, ce qui apparemment est le cas de Thierry Solaire. C'est l'enquête en tout cas dont il faisait l'objet. Je pense que les deux de toute façon sont condamnables et à condamner. Si les faits sont avérés. Quand Thierry Solaire a adhéré à La République En Marche, vous avez été satisfaite ? Moi, j'étais... Alors, c'est pas de la satisfaction. Vous en appelez d'autres ? Vous voulez que Xavier Bertrand vous rejoigne ? Vous voulez que... Vous êtes la voiture balai, On va pas parler de tout ça. satisfaction. Enfin, moi, je veux dire, c'est pas des personnes que je connais à titre personnel. J'ai aucun lien, sauf des liens qu'on a depuis 6 mois. Mais après, ce que je... Mais vous les connaissez par la télévision, par la presse, par leur action politique ? Eh ben, vous savez quand même que moi, j'étais une ancienne sportive, mais ça fait depuis peu que j'ai la télé. Donc vous connaissez mieux les sportifs pour l'instant que L'expro de handball. Que les parlementaires. Non, Absolument. ce qu'il faut souligner, c'est le courage politique et la cohérence. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin d'avoir des hommes politiques qui soient et courageux et cohérents avec leurs pensées. D'accord. Après, Non, mais ma question est, La République En Marche est un mouvement tout neuf, et effectivement, il y a eu une campagne où vous étiez tous arrivés d'horizons différents, avec souvent très peu d'expérience politique, et là, effectivement, vous grossissez, vous êtes au pouvoir. Certains disent que Xavier Bertrand pourra adhérer, vous avez Thierry Solaire, donc est-ce que vous craignez ou non une normalisation de ce mouvement En Marche vers un parti politique classique, avec des personnalités connues, et que vous soyez dilué dans un parti politique classique ? Alors, je vais prendre juste la métaphore du sport. C'est qu'à un moment donné, un parti, c'est comme une équipe. Et je pense qu'au départ, on est parti sur de mauvaises bases et qu'effectivement, il va y avoir des personnalités qui ont une expérience politique et qui vont être les cadres de ce parti. Il faudra s'appuyer dessus. Après, charge aux nouveaux députés, aux nouveaux élus de prendre toute leur place au sein de ce parti, et ça, dans 2 ans, 3 ans... Et ils le font assez ou pas ? Est-ce qu'ils le font assez, ou vous avez des collègues trop timides ? Sur les 312, on en connaît si peu, une trentaine, quarantaine. On est ravis de vous recevoir, mais où sont les autres ? Mais ça va venir. Il y a beaucoup. Ils sont timides, ils ont peur ? Non, il y a de la pudeur, déjà de la pudeur. Il faut savoir qu'au sein de l'Assemblée, être député, c'est pas si facile que ça. Ah bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut se faire une place. Et quand on a une majorité qui fait 312 élus, c'est encore plus compliqué. Donc, pourquoi ? Parce que trouver son rôle, trouver sa place. Trouver sa place, trouver des dossiers, se satisfaire. Il y a des élus qui aujourd'hui n'ont pas été satisfaits du choix de leur commission parce qu'on est trop. Ouais. Et ils vont avoir. Il y a le temps. Je pense qu'il faut être patient. Vous êtes sportive. Est-ce que vous êtes bien coaché ? Par qui ? Votre président de groupe, Richard Ferrand. Mon président de groupe, on est très bien coaché. Mais après, c'est. Moi, j'estime qu'on est très bien coaché parce qu'on a une certaine liberté. C'est-à-dire que quand on nous a reproché dès le premier jour, oh là là, c'est la catastrophe, c'est la cacophonie, le questeur, c'est une catastrophe, et qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort, ah bon, ils n'avaient pas de consigne ? Non, on n'a pas eu de consigne. Alors, effectivement, il y a eu la cacophonie, mais on ne peut pas dire qu'on nous donne des consignes. C'est-à-dire que moi, quand je vote une loi, je la vote. Après, quand j'ai des amendements, charge à moi, en ma responsabilité, en âme et conscience, de dire je peux prendre un amendement à gauche, je peux prendre un amendement à droite, mais je garde la finalité. L'actualité du jour, c'est aussi l'actualité du sport. Ça ne vous a sans doute pas échappé. Vous suivez encore l'actualité du sport, peut-être, et pas uniquement le hand dont on va parler dans un instant, mais surtout Christopher Froome, contrôlé positif sur la Vuelta. C'est le quadruple vainqueur du Tour de France cycliste. C'est un emblème pour le vélo. Est-ce que vous êtes surprise ? Est-ce qu'un mythe s'effondre ? Un mythe, non, parce que c'est souvent que ces coureurs étrangers, parce que c'est souvent des coureurs étrangers, il faut dire ce qu'il est. Voilà, on a eu Armstrong, on a eu ce coureur. Ils sont moins contrôlés là-bas ? Je pense qu'il faudrait harmoniser. Effectivement, c'est le travail qu'on fait sur l'Olympique, c'est-à-dire que tous les pays n'ont pas les mêmes... Il y a l'AMA, l'Agence mondiale pour le dopage, et il faut aussi aller harmoniser ce travail. Après, ce qui est vraiment dérangeant, c'est que si on prend le cas d'Armstrong, oui, effectivement, il va être dénoncé et condamné pour dopage, mais à l'instant T, en fait, il vole
le rêve ou d'un autre sportif. Et c'est ça, en fait, qui est dérangeant, parce que même si vous le faites 10 ans après, oui, il est condamné, mais c'est 10 ans après. Enfin, il y a toujours le mythe, il y a toujours... Et là, il faut aller plus loin. Comme le cas Faut qu'on soit d'Armstrong plus qui a éclaté. perdu tous ses titres et ses victoires de Tour de France. J'ai envie de vous dire, c'était a posteriori. j'ai envie de vous dire, tant mieux. Mais c'est presque dommage, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que celui qui était numéro 2 aurait dû être numéro 1, il n'a pas eu sa minute de gloire. Et en fait, c'est ça le sport, c'est d'avoir sa minute de gloire, c'est des efforts qui sont récompensés. Et là, clairement, c'est un tricheur, et on le dénonce, parce que c'est aussi les moyens qui font que ça prend un peu de temps, 10 ans après. Et c'est ça qui est dommageable pour le sport en général. Alors on le précise, et on le rappelle, vous étiez sportif de haut niveau, vous avez été professionnel de handball. J'imagine que vous suivez l'actualité, notamment sur les antennes du groupe TF1 du championnat du monde actuellement qui se déroule en Allemagne, avec les Bleus qui se débrouillent bien puisqu'elles sont qualifiées pour les demi-finales face à la Suède. Pourquoi plus que bien ? Parce que les débuts ont été difficiles quand même. Les débuts sont difficiles, mais c'est une équipe qui se connaît. Je pense que voilà, il faut un petit peu de temps, suivant. Vous savez, c'est les aléas du sport. Des fois ça va, des fois ça va pas. Il faut que la mayonnaise elle prenne. La préparation pour une compétition, ça peut être compliqué. Là voilà, la mayonnaise est en train de prendre, il me semble. Voilà, maintenant il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et il y a encore 2 marches, et j'espère qu'elles iront jusqu'au bout. Une question. Vous êtes novice en politique. Et une question, ce matin, il y avait une première réunion des groupes de travail pour changer le mode de fonctionnement de l'Assemblée, le travail parlementaire, comment on bosse. Parce que la plupart trouvent que c'est lent, que vous venez du monde de l'entreprise. Est-ce que vous trouvez, depuis 7 mois, que le mode de fonctionnement de votre travail à l'Assemblée, c'est lent, c'est vieillot, ça n'a pas changé depuis 30 ou 40 ans, il faut dépoussiérer ou pas ? Oui, il faut dépoussiérer. Pourquoi ? Il faut dépoussiérer parce que tout simplement, la procédure législative, à mon sens, de ce que j'en connais depuis 6 mois, c'est trop long. C'est-à-dire que presque l'ordonnance, je parle en termes de délai, presque l'ordonnance devrait être quelque chose de normalisé. Ça prend trop de temps. Des fois, il faut 2 ans, 3 ans pour prendre une loi. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut penser différemment. Il faut moderniser l'Assemblée sans pour autant faire que... La fonction de député, faut que ce soit en adéquation. Mais vous trouvez que c'est arrive certains députés, certains de vos collègues en coulisses disent je ferai pas ça 5 ans, c'est fastidieux, je m'attendais pas à ça. Il y a des jours où je me demande ce que je fous là, pardon pour l'expression, ce que je fais là. Est-ce que ça vous arrive de penser ça ? Non. Non ? Non, parce qu'en fait, je pense que quand on se lance dans l'aventure, déjà, c'est un projet qui doit être familial. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas pensé avec votre mari, vos enfants, ça change toute la tout, famille, ça change tout. effectivement, vous ça change tout. Alors peut-être que ces députés qui tiennent ces propos ne l'ont pas imaginé ainsi, mais c'est des choses qui se préparent, il faut anticiper. Ça, c'est la force, on va dire, du sport. C'est qu'on apprend à jouer en lecture et à anticiper. Faculté d'adaptation. Exactement. Exactement. Et je pense qu'on a ça des vous sert fonctions qui aujourd'hui. sont, voilà, on a des fonctions extraordinaires. On a cette possibilité de changer le pays. Et c'est juste, moi, je trouve ça juste génial. Juste un petit mot pour terminer avec vous, Aude Amadou. Johnny Hallyday, le Conseil de Paris est en train de réfléchir pour baptiser une place, une rue ou un lieu à son nom. Est-ce qu'on en fait trop ? Certains vont dire qu'on en fait trop. Moi, particulièrement, je ne suis pas une grande fan de Johnny Hallyday. Mais je dois lui reconnaître qu'il fait partie, c'est un monument. C'est un monument, il fait partie du patrimoine français. Il a une carrière exceptionnelle. Je pense que l'hommage qui a été rendu par Emmanuel Macron, qui était un hommage populaire, voilà, on voit qu'il faisait partie de la famille des Français. C'était sa place, le président ? C'était sa place ? Il a eu les mots justes, vous trouvez ? Il a eu les mots justes et il l'a fait au bon endroit. Voilà. Et l'hommage national a été rendu à d'Ormesson aux Invalides. Et je pense qu'il y a vraiment eu la distinction entre les 2 hommages. Et c'est un hommage populaire qui a été rendu à l'image des Français qui l'ont rendu également un hommage populaire. Merci Aude Amadou d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de Loire-Atlantique, la 4e circonscription. Merci Renaud Pilat. À très vite sur l'antenne d'LCI. L'actualité continue bien sûr dans quelques instants. Après la publicité, un nouveau journal.